et surtout, elle arrive dans une période charnière, particulièrement dans l'histoire de France, c'est la Révolution française. Alors, arrive un fou furieux qui s'appelle l'abbé Baruel, qui est persuadé que et les Illuminés de Bavière et les francs-maçons sont responsables de la Révolution française. Il faut savoir que les francs-maçons, à mon avis, ont beaucoup plus souffert de la Révolution française, parce qu'il y a quand même énormément de nobles à l'époque en franc-maçonnerie, que le contraire. Donc ils n'avaient pas franchement intérêt à ce que la Révolution éclate, mais pour l'abbé Baruel, les Illuminés de Bavière, qui ne sont pas encore les Illuminati, parce que les Illuminati c'est beaucoup plus tardif, et toutes les sociétés secrètes vont être responsables de tous les maux. Et c'est à partir de là, et de l'abbé Baruel, dont son fameuse histoire pour servir, pour servir à l'histoire du jacobinisme, il y a un mot avant, je ne me souviens plus lequel, donc, va être donc le déclencheur de la grande théorie du complot. Donc voilà. On revient aux épisodes précédents, donc les francs-maçons. Alors, les francs-maçons, donc qui commencent aux Égyptiens et même à l'Atlantide, non je déconne. Ah ben non, ils commencent à Noé, non, même Adam est le premier franc-maçon. Ah oui. C'est ce que disent les constitutions d'Anderson. C'est vrai. Bon, alors, la franc-maçonnerie, comment naît-elle? Eh bien, très simplement, d'un groupe de scientifiques. Je vous ai parlé de Newton tout à l'heure. Newton appartient à un cercle qui s'appelle le cercle de Hartlib. Donc, quelques scientifiques anglais se réunissent et échangent justement leurs secrets, ce qu'ils ont appris dans le secret de leur découverte alchimique. Donc, ce cercle-là, qui est le cercle de Hartlib, va donner naissance à la Royal Society. Donc, Royal Society, qui est une société savante qui existe encore aujourd'hui. Et c'est parmi cette Royal Society qu'on va rencontrer les premiers maçons, qui vont eux-mêmes emprunter des symboles aux bâtisseurs de cathédrales. Il n'y a pas de transmission, et là ce sont les historiens de la maçonnerie aujourd'hui qui sont absolument péremptoires là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de transmission des bâtisseurs de cathédrales vers la franc-maçonnerie moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des loges opératives dans lesquelles on a accepté des premiers tailleurs de pierre, oui, enfin. Il n'y a pas, pour une simple raison, c'est qu'en Angleterre à l'époque, on ne bâtit plus de cathédrales. Donc il ne peut pas y avoir de filiation entre la maçonnerie opérative qui a existé, celle des loges de bâtisseurs de cathédrales, vers aujourd'hui vers ce qu'on appelait les francs-maçons spéculatifs, mais par contre il y a eu l'emprunt, c'est-à-dire que les premières loges maçonniques ont emprunté leurs symboles, l'équerre, le compas, le niveau, la perpendiculaire, donc tout ce langage-là. Et ce langage, il sert à quoi? Simplement toujours à masquer, à voiler, mais à voiler pour mieux dévoiler. Voilà, donc c'est un système de morale voilée sous l'allégorie des symboles. La symbolique, on cache des secrets derrière cette symbolique, tout simplement. Voilà, donc comment est née la maçonnerie? Elle est née donc simplement au XVIIe siècle. Voilà, il ne faut pas la faire remonter avant, mais elle se bâtit quand même sur l'utopie de la Rose-Croix. Voilà. D'ailleurs, la Rose-Croix va être un grade maçonnique par la suite, qui n'a rien à voir. Chevalier Rose-Croix vers les 30e. J'en sais rien. Donc ça va naître et on est sur l'emprunt. D'ailleurs, la maçonnerie elle est très, très intéressante parce qu'elle emprunte énormément. Et je cite un exemple, Mozart. Bon, Mozart est un franc-maçon, bien sûr, mais ce n'est pas un franc-maçon très sérieux. Ça n'a jamais été un franc-maçon sérieux, c'est un franc-maçon. D'ailleurs, à l'époque, de toute façon, ne pas en être, il faut en être absolument. Il faut en être absolument dans son cas pour obtenir des contrats. C'est-à-dire qu'on lui fait des commandes. Donc, et dans ce milieu-là, c'est un milieu qui lui donne des commandes. Voilà, tout simplement. L'archiduc Colloredo est franc-maçon. Tout le monde est franc-maçon à l'époque à Vienne. Hein. Donc, de toute façon, lui, il n'a pas le choix. Il faut être. Et quand il compose la Flûte enchantée, la fameuse œuvre maçonnique, sur laquelle je m'inscris en faux, ça n'est absolument pas un opéra maçonnique. Ça, c'est une captation d'héritage. Pourquoi? C'est un opéra initiatique. Ça, c'est absolument incontestable. Alors, je ne veux pas rentrer dans un débat technique, et qui serait peut-être lassant pour tout le monde, mais on a une double initiation. Un homme et une femme. Ça, c'est pas possible dans la maçonnerie de l'époque. Hein. Ça, c'est absolument clair. Ensuite, on a des purifications. Dans les grades maçonniques, ce sont des purifications. Chez Mozart, ce sont des épreuves. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc on a d'énormes différences. Donc en fait, c'est un opéra, véritable opéra initiatique, qui ramène à des initiations antiques. Donc ça, la flûte enchantée appartient au patrimoine mondial, véritablement, au patrimoine initiatique. Et n'oubliez pas que l'Égypte est à la mode à l'époque, et en plus, on ne sait pas traduire les hiéroglyphes.
Donc on se fait une idée absolument extraordinaire de l'Égypte, de ses secrets. On va être déçu par la suite parce que les cartouches que l'on découvre sont simplement la vie de tel ou tel pharaon. Donc on sait encore peu de choses, mais on rêve énormément. Et Mozart n'est l'auteur que de la musique. Le livret, c'est Schikaneder ou éventuellement un autre, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, qui sont également... Non, c'est les trois autres. D'accord. Voilà. Il n'a pas Schikaneder et... Oh, j'ai oublié, bon, bref. Et ce sont également des francs-maçons, mais ce sont des modestes apprentis maçons, donc en fait ils ne sont pas du tout très évolués dans les grades maçonniques, donc ils n'ont pas connaissance de certaines choses. Donc la flûte enchantée n'est pas du tout un opéra maçonnique, c'est un opéra initiatique. Voilà. La prochaine fois que j'irai la voir, je le dénoncerai en public. Absolument. On va accélérer le pas parce que le temps passe. On va aller au 19e siècle. Et, on va dire que le 18e, ça a été un feu d'artifice. Le 18e, c'est la même chose, mais avec un peu d'affabulation, comme on peut le voir dans l'abat de Huysmans. Ah oui. Alors le 18e siècle, c'est le grand siècle de l'illuminisme. Alors avec des personnages quand même assez extraordinaires. Il y a Anton Mesmer avec ses baquets, on va arriver le premier magnétisme. On découvre le magnétisme à cette époque-là. C'est très sérieux quand même, néanmoins, mais les baquets de Mesmer, c'est de la grande rigolade. D'ailleurs, on va l'accuser même presque de proxénétisme parce qu'il se passe des choses quand même assez extraordinaires dans ces baquets. Bref. Mais j'aurais pu consacrer ce livre rien qu'au XVIIIe siècle, tellement on a des personnages absolument extraordinaires, des philosophes. Cagliostro, par exemple. Oui, il y a Cagliostro. Qui est à moitié escroc, moitié initié. Oui, mais pour moi, c'est effectivement l'archétype du Rose-Croix. Ouais. C'est ce personnage qui va de ville en ville. Cagliostro, bien sûr, il a été... Bon, sa maçonnerie égyptienne, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Mais par contre, il y a des témoignages de ses guérisons. Des guérisons de Cagliostro, on les oublie. Donc ce XVIIIe siècle, c'est vraiment le grand siècle de l'illuminisme. Et on va arriver sur le XIXe, qui est celui des plus grandes supercheries en réalité. Alors on a parlé de Huysmans avec... voilà. Il y a l'abbé Boulan, il y a Vintras, il y a l'abbé Boulan. Donc à cette époque-là, eh bien, entre sociétés secrètes, on se bat à coups d'hosties sanglantes, de sorte qu'on se jette les uns les autres. Donc on est vraiment dans un univers absolument incroyable. Que Huysmans, Carl Joris Huysmans, va justement décrire. Mais par contre, il y a un personnage dont je voudrais vous parler, que j'affectionne particulièrement à cette époque-là, c'est Maître Philippe. Alors, voilà donc un ancien apprenti boucher, nous sommes en 1902, le tsar Nicolas II vient en visite officielle en France. Donc, imaginez que Poutine aujourd'hui arriverait en France en visite officielle et qu'il décide une après-midi au château de Vincennes de renvoyer et sa police et la police française et l'ensemble des officiels. Et il va recevoir un modeste ancien apprenti boucher qu'il va les faire accueillir à la descente de son wagon de 3e classe, gare de Lyon. Et c'est Maître Philippe de Lyon. Et Maître Philippe de Lyon va rester pendant 2 longues heures. Alors tout le monde est en émoi. Imaginez la police du tsar, la police française, tout le monde est en émoi. Et Maître Philippe va rester pendant 2 heures enfermé dans la forêt de Vincennes avec la tsarine. Et il va lui raconter, il va lui dire ce qui va se passer. Il va lui révéler que le tsarevitch va naître 5 ans plus tard et le terrible et funeste destin qui l'attend. Et c'est en larmes que Nicolas II et la tsarine raccompagnent jusqu'à la porte du château ce modeste personnage. Alors pourquoi on en est arrivé là? Eh bien parce que les Russes ont découvert qu'il y avait ce fameux Maître Philippe qui, à Lyon, procédait à quelques guérisons miraculeuses. Elles étaient d'autant plus miraculeuses qu'elles étaient gratuites. Donc en fait, il ne se faisait pas payer. C'est ça, être Rose-Croix. Voilà ce que c'est véritablement l'état de Rose-Croix. Et petit à petit, la réputation de Maître Philippe a grandi. Et la noblesse russe est venue à son cabinet, son modeste cabinet de Lyon, où il pratiquait une médecine qui était une médecine parallèle. Il pratiquait le magnétisme. Et donc il aurait
effectivement, fait des guérisons miraculeuses. Bon, ben ça j'y porte quand même relativement crédit. Je garde quand même Tout n'est pas vicié. Non, chez moi, tout n'est pas vicié. Je rêve encore un peu, mais il y a effectivement chez Maître Philippe, et ça, tous les historiens spécialistes de la Russie, et mon épouse qui est au fond le confirmera, puisque j'en ai parlé de l'anecdote à Jean Descartes. Jean Descartes est un des grands spécialistes de la Russie, et il m'a confirmé l'anecdote. L'anecdote est vraie. Donc, oui, il y a bien eu cette rencontre pendant 2 heures entre Maître Philippe et le tsar et la tsarine. Il lui a absolument tout révélé, ce qui allait se passer. Et Papus, qui est le deuxième personnage qui intervient après, un autre médecin, qui procède également aussi ce même type de guérison, pardonnez-moi, va se rendre à la cour de Russie. Il y est reçu et il devient un des conseillers du tsar, avant Raspoutine. Et il lui déconseille absolument, d'ailleurs, la guerre russo-japonaise. N'allez pas là. Il dit surtout, n'allez pas. Et il lui dit surtout, vous mourrez la même année que moi. Et il va mourir quelques mois après, Nicolas II va mourir quelques mois après Papus. À Yekaterinbourg, pour ceux qui auraient oublié. Donc j'aime beaucoup Maître Philippe. C'est vrai que c'est un des personnages que j'ai beaucoup aimé. Il y a un autre personnage, je me permets, que j'ai beaucoup aimé également, c'est Allan Kardec. C'est le fameux Allan Kardec. Non, c'est pas un marin breton, non, c'est le père du spiritisme. Ce n'est pas un druide non plus, on a dit que c'était un druide, mais c'est le père du spiritisme. Alors qu'est-ce que le spiritisme? C'est une mode venue des États-Unis. Ça s'appelle le spiritualisme là-bas. Donc, dans une modeste maison, la maison des sœurs Fox, ce sont ces sœurs qui, la première fois, vont avec, tiens, on va essayer de faire tourner cette table, on va essayer de la faire, voilà, donc vous voyez, vont commencer à entamer un dialogue avec un mort. Voilà, donc cette mode du spiritisme va naître aux États-Unis, va arriver en France, et elle va faire des émules, parce qu'à l'époque tout le monde va devenir spirit, on fait tourner les tables, on les interroge, donc il se passe énormément de choses. Il y a la planchette Ouija qui permet... Et Victor Hugo va se lancer de manière effrénée là-dedans, parce qu'évidemment il pleure Léopoldine, mais en réalité Victor Hugo ne fait que parler à lui-même. D'ailleurs il le dit merveilleusement dans ce poème, ce que dit la bouche d'ombre. Et c'est là que va naître la véritable et merveilleuse grande mode du spiritisme, mais surtout avec son deuxième point, et qui me paraît le plus important, c'est la toute première fois, grâce au livre des esprits d'Allan Kardec. En fait, le livre des esprits, c'est un livre collégial. Il n'est pas écrit par Allan Kardec, il est écrit par Camille Flammarion, en l'occurrence, qui est un célèbre astronome, et un aéropage autour de lui. C'est Kardec qui va le signer, mais ça va devenir là aussi un véritable Da Vinci Code de l'époque, et c'est presque tout encore plus lu que la Bible, jusqu'à devenir la troisième religion au Brésil. La troisième religion au Brésil est le kardécisme. Mais qu'est-ce que nous apprend Allan Kardec pour la toute première fois, et dont il va parler pour la toute première fois? C'est le concept de réincarnation. Eh bien, mes chers amis, la réincarnation est une invention française, il faut le savoir. Dans le cas chez les orientaux, il s'agit de la métempsychose. C'est-à-dire qu'il y a transmigration des âmes, mais des âmes qui peuvent aller à une pierre, vers un animal, vers un autre homme, certes, mais pas forcément vers une ascension. Le concept hindou va aller parfois vers une régression. Eh bien non, Allan Kardec, pour la toute première fois, va annoncer que la réincarnation va d'une âme vers une autre âme, et que nous allons toujours et toujours vers une ascension. Et alors là, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et qui va adhérer particulièrement à ce concept de réincarnation? Ce sont les ouvriers, parce que pour la première fois, on va leur promettre un avenir meilleur. Et Allan Kardec va remplir des salles et des salles, parce qu'à l'époque, les ouvriers lisent. On lit énormément. Alors on lit Eugène Sue, on ne lit pas encore Victor Hugo, mais on lit Eugène Sue. Donc, les ouvriers sont très cultivés et vont s'approprier ce concept de la réincarnation qui va devenir une doctrine socialiste. Voilà, et ça, c'est assez extraordinaire. Oui, parce qu'entre-temps, il y a la Troisième République et le système scolaire qui va avec aussi. Voilà. Parce qu'on a besoin de gens qualifiés aussi. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on éduque, c'est pas gratuit.
On termine avec un titre du XXe siècle et du XXIe. Est-ce qu'on peut parler de Steve Jobs ou... Oui, bien sûr. Oui. Alors, je termine le livre par Steve Jobs. Alors, ce qui m'intéressait chez Steve Jobs, c'est ce hippie famélique et crasseux. Voilà. Alors, en fait, Steve Jobs est un enfant qui a été abandonné par ses parents. Sa mère, son père est syrien. Et ils vont l'abandonner. Ils vont le confier, enfin ils souhaitaient qu'il soit confié à une famille d'avocats où il pourrait recevoir une bonne éducation et surtout une grande éducation universitaire, parce que vous savez qu'aux États-Unis c'est très très cher, l'université. Mais en fait il va être confié à une famille relativement plus modeste, les Jobs, qui vont toutefois se saigner véritablement pour lui donner la meilleure éducation possible et l'inscrire à l'université. Mais bon, c'est un personnage très fantasque qui va dépenser peu d'argent qu'on lui a donné pour l'université. Il est passionné par l'électronique grâce à son père adoptif d'ailleurs, qui commence un petit peu à trifouiller dans son garage les premiers circuits imprimés. Donc il n'y a que ça qui l'intéresse. Et néanmoins, bon, il s'inscrit à l'université, donc il n'a pas d'argent, il ne se lave pas, il sent très mauvais. Il a si peu d'argent qu'il en est réduit à traverser toute la ville pour aller commander un repas végétarien chez les disciples d'Hare Krishna. Et il est passionné par la spiritualité. Steve Jobs, de toute façon, est extrêmement passionné par la spiritualité. Et tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller en quête de son maître. Et il décide de faire un voyage en Inde pour y rester. Parce que pour lui, il veut rester là-bas. Donc il y va avec un de ses amis, et le maître qu'il veut rencontrer, qui était le même que celui des Beatles d'ailleurs, vient de mourir. Donc il va tenter d'aller jusqu'au Tibet, mais on lui interdit, c'est pas comme Alexandre Lavigny, mais on lui interdit le passage donc, au Tibet, et il va quand même tenter de rencontrer un maître. Il va disparaître pendant 3 jours. Alors ça, c'est attesté également. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours durant lesquels il disparaît? Il ne va jamais en parler, mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'il va rentrer de suite et il va fonder Apple. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est une initiation ratée? Parce qu'effectivement, il a une véritable démarche spirituelle, Steve Jobs. Mais hélas, vous avez vu ce qui se passe derrière. Il va créer Apple et il va nous créer quelque chose qui est à l'égal d'une religion. C'est tout le contraire de ce que l'on peut attendre de ce personnage-là. Il faut savoir que lorsqu'il crée l'iPad, par exemple, l'iPad est strictement interdit chez lui. Ces enfants n'ont absolument pas le droit de manipuler l'iPad. On doit parler des livres que l'on lit, mais en aucun cas on ne doit utiliser de tablette. Par contre, on va la diffuser mondialement et le plus possible avec tout le succès que l'on connaît et que l'on sait et tout ce qui se passe autour d'Apple aujourd'hui. Et ce qu'il faut retenir de Steve Jobs, c'est particulièrement son discours de Stanford, qui est merveilleux. Lisez le discours de Stanford de Steve Jobs, c'est à l'inverse de ce que l'on peut imaginer du personnage. Mais j'ai voulu terminer par ce personnage-là, parce que je pense qu'il avait sa place dans... Voilà, quand je parle d'initiation ratée, pour moi c'est une initiation ratée parce qu'elle va à l'inverse, même si Steve Jobs est aujourd'hui incontestablement un véritable initié. Voilà, il est passé de l'autre côté et il sait. Alors, une dernière chose avant de terminer, la couverture, une rose mystique, Varroum. Eh bien, Varroum, parce que, bon, alors ça c'est le choix de l'éditeur, et en fait c'est un choix judicieux. On a eu énorme problème de couverture, parce que la couverture c'est le choix de l'éditeur. Généralement l'auteur n'a pas du tout son mot à dire, mais j'ai été un peu pénible. Donc ils m'ont fait un certain nombre de propositions que j'ai toutes refusées. Et j'avais trouvé un très très beau tableau de Caspar Friedrich, qui était 2 personnages face à un coucher de soleil, et pour moi ça c'était ça. Un peintre allemand du 19e voilà, siècle. Romantique allemand, et c'était cette couverture-là. Elle avait été finie par être validée, et voilà que patatras, 2 jours quasiment avant de terminer, ils s'aperçoivent, des fois vous savez les éditeurs ne sont pas très sérieux, qu'elle avait été prise par Albin Michel l'année précédente. Dommage. Donc, sans rien, ils se sont rabattus sur celle-ci. Alors, elle a du sens, bien évidemment. Pour moi, c'est un peu trop ésotérique, mais elle a du sens, d'autant plus que c'est la couverture d'un livre d'un des personnages qui est Robert Fludd. Donc, la rose mystique. Donc, la rose donne du miel aux abeilles, évidemment. Donc, il y a un symbole, il y a un message derrière. Donc, elle n'est pas si... Voilà, en fait, elle est très bien. Voilà. Mais bon, c'était pas mon choix. Je préférais celle
incontestablement celle de Casper Friedrich. Il y avait aussi... J'en avais une autre aussi Ouais. qui était pas mal et qui pour moi avait énormément de sens, mais l'éditeur n'en a pas voulu. Ben, c'était le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Ah, le fameux, oui. Voilà. Évidemment. Et celle-là, pour moi, elle avait du sens. On aurait pu avoir de Hans Gaspard Friedrich, cette espèce de romantique face à une mer de nuages. Alors aussi. oui, mais elle avait déjà été prise. Oui, ça a été surutilisé. Voilà, donc... Si voilà. je la connais, c'est que j'ai dû le voir à la télé. Mais elle avait, de toute façon, elle avait énormément de sens. Et toutes ces couvertures avaient beaucoup de sens. Alors, on vous remercie d'être venu. On vous invite à aller voir Elisa, qui tient une caisse et un empilement de livres de l'auteur que vous pourrez, j'imagine, car il est très aimable, vous le dédicacer une fois que vous l'aurez acheté. Merci beaucoup et à une prochaine fois. La conférence se trouvera sur le site L'Archipel Contre-Attaque, ainsi qu'une précédente interview. Merci beaucoup. Il y a vraiment des